va se pencher maintenant sur le bilan carbone, le changement climatique sous l'effet des émissions de gaz à effet de serre et comment ce changement climatique est une des ou la limite principale à terme à l'utilisation des hydrocarbures, de la manière dont on le fait actuellement. Tout d'abord le cycle du carbone, tel que décrit par exemple sur la page Wikipédia. Vous voyez un certain nombre de réservoirs, l'atmosphère avec 750 milliards de tonnes de carbone, principalement sous forme de CO2, dioxyde de carbone, mais aussi de méthane, CH4. La biosphère, qui est un réservoir important également, 2000 gigatonnes dans la structure du vivant, végétal et animal. Quand on plante un arbre, on extrait de, du carbone de l'atmosphère et on le stocke dans la biosphère. Quand l'arbre ensuite s'éteint et se décompose, le, le carbone retourne dans l'atmosphère sous forme de CO2 principalement. Il y a un échange de 62 gigatonnes par an sous forme de photosynthèse et la respiration des animaux libère 60 gigatonnes par an de carbone sous forme de CO2. Vous avez ensuite un réservoir encore plus grand qui est l'hydrosphère, principalement les océans, dans lequel vous avez du dioxyde de carbone dissous. Et puis un réservoir encore plus grand qui est la lithosphère, dans lequel vous avez 30 millions de milliards de tonnes de carbone dans des roches carbonatées, essentiellement du calcaire. Vous avez ici les flux en gigatonnes par an, donc vous avez un flux entre l'atmosphère et l'hydrosphère. Comme dernièrement l'atmosphère a été chargée, notamment par les activités humaines, elle est plus chargée en CO2 que ce qu'il faudrait pour être à l'équilibre chimique avec l'océan, ce qui amène plus de dissolution de CO2 que de dégazage de CO2, 92 qui est plus grand que 90, et ce qui amène à l'acidification de l'océan. Et vous avez des processus lents, la sédimentation, avec la sédimentation qui amène des roches carbonatées, et la fossilisation, qui sont des flux qui amènent du carbone de l'hydrosphère vers la lithosphère. Une partie de la biosphère également se fossilise. Depuis la lithosphère, vous avez des libérations de magma et de dégazage dans les volcans ou dans les dorsales, avec à peu près 0,1 milliard de tonnes par an de volcanisme qui partent dans l'atmosphère. Le fait de brûler des ressources fossiles dans les activités humaines libère 5 à 6 milliards de tonnes de carbone par an. Ces 5 à 6 milliards de tonnes peuvent paraître faibles par rapport aux autres flux que vous avez ici, mais ils changent le bilan de façon significative et c'est comme ça que vous changez petit à petit. Et comme il n'y a que 750 gigatonnes dans l'atmosphère, ça charge petit à petit l'atmosphère en dioxyde de carbone. Et le changement d'utilisation des territoires, notamment quand il y a de la déforestation, ramène du carbone de la biosphère vers l'atmosphère. Ces années-ci, globalement, le bilan est de 1,9 gigatonnes par an au niveau terrestre. Si on regarde ce qui se passe plus précisément dans les processus géologiques ici, vous avez des flux en mégatonnes par an là, qui sont indiqués avec des libérations par les rifts, les dorsales océaniques et les îles volcaniques dans les océans. Donc ici, l'unité est 1000 fois plus petite que la précédente, c'est la mégatonne par an. C'est deux estimations différentes que vous avez ici sans parenthèse ou avec des parenthèses par deux groupes donnés. Une partie de ce qui est dans les sédiments s'en va petit à petit vers ces zones et vous avez une partie en mégatonnes par an dans la croûte, dans le manteau ou dans les sédiments qui est entraînée vers le manteau par subduction et puis une partie s'échappe de la plaque qui subducte
et donne du volcanisme et des diffusions qui relibèrent du dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Alors si on regarde les flux dans un article, si on regarde les flux de carbone par an, un pétagramme de carbone par an, ça correspond à une gigatonne par an de carbone. Ces flux, ils sont négatifs pour la transformation des silicates qui sont érodés et qui capturent lors de leur érosion qui capture du carbone, vous voyez, autour de moins 0,25 pétagrammes par an. Vous avez l'enterrement du carbone organique. Ensuite, vous avez ce qui est dans la diagénèse, ce qui est transformé en barres de calcaire au fond des océans, la partie qui est subductée, et vous avez du dégazage depuis les plaques qui subductent, du dégazage dans les points chauds, des dégazages plus importants au niveau des dorsales continentales et des arcs continentaux qui étaient indiqués juste sur la page précédente, et des dégazages à d'autres endroits. Le flux global de carbone vers l'atmosphère, le total de tout ça est ici, avec une partie qui vient des activités humaines qui est de l'ordre de 10 pétagrammes par an, 10 milliards de tonnes de carbone par an, qui est entièrement dû à nos activités principalement de combustion de ressources fossiles hydrocarbures. Vous voyez que c'est plus important que l'impact en libération de carbone de l'impact de la météorite qui a donné le cratère de Chicxulub, à la limite Crétacé-Tertiaire, qui a donné l'extinction des dinosaures, dont on pense qu'elle a pu être due au résultat de l'impact, mais le CO2 peut avoir joué un rôle, et aussi LIP, c'est un autre moment, c'est la fin du Permien, donc les Large Igneous Provinces, non pardon, c'est aussi il y a 65 millions d'années, à la limite Crétacé-Permière, à la limite Crétacé-Tertiaire, qui a également libéré du CO2. Donc vous voyez qu'on a des flux qui sont similaires, voire un peu supérieurs au flux qu'il y a eu autour de l'extinction de la limite entre Crétacé et Tertiaire. Les impacts mesurés et prévisibles de la libération de carbone dans l'atmosphère, c'est une surchauffe en vue pour un scénario qui correspondrait au business as usual, à la continuation de consommation d'énergie sous le même modèle qu'on fait. Il y a eu de nombreuses approches politiques mondiales sur le réchauffement climatique suite à un peu tous les travaux du GIEC. Il y a eu le protocole de Kyoto, les accords de Copenhague en 2009, Rio plus 20, ensuite les accords de Paris en 2015 lors de la COP 21. En résumé de ce qui a été décidé lors des accords de Copenhague, il a été acté que l'augmentation en température globale devrait rester en dessous de 2 degrés. Lors des accords de Paris, il a été acté par l'ensemble des pays qui ont ratifié l'accord que se limiter à 1,5 degré Celsius par rapport aux températures préindustrielles en 1850 de réchauffement moyen de l'atmosphère terrestre est souhaitable, et 2 degrés Celsius est le maximum à ne pas dépasser. Actuellement, nous avons déjà 1 degré Celsius supplémentaire par rapport à l'historique entre 1860 et 1999. En 2012, nous étions à 0,8 degrés Celsius supplémentaires, donc ça se réchauffe vite. Et il faut changer pas mal de choses pour ne pas dépasser 1,5 ou 2 degrés.
les scénarios de transition énergétique dont vous entendez parler parlent la, de limiter les gaz à effet de serre émis de plus de 4% par an jusqu'en 2050, puis arriver à des émissions négatives, ce qui représente un changement très significatif de mode de consommation d'énergie. Alors, pour rappel, on réindique ici le bilan de gaz à effet de serre de la Terre et dans ce bilan de gaz à effet de serre, l'effet de cet effet de serre avec des gaz dans l'atmosphère qui empêchent la lumière dans certaines gammes de traverser l'atmosphère, qui réchauffe l'atmosphère et qui renvoie l'atmosphère qui renvoie ensuite des radiations vers le sol. C'est notamment, vous voyez ici le spectre qu'on aurait en watts par centimètre par stéradian, par angle solide. Vous voyez ici le spectre qu'on aurait avec une température de 280 Kelvin. Là, le spectre qu'on aurait avec une température de 220 Kelvin. Donc, c'est des températures qu'on a à la surface de la Terre ou alors dans l'atmosphère à certaines zones. Et puis, quand on mesure de l'extérieur de la Terre ce qui est émis par la Terre, vous voyez une partie qui manque ici, qui est due au CO2 comme gaz à effet de serre, qui piège une bonne partie des émissions, et à l'ozone. Puis là, dans les hautes longueurs, dans les basses longueurs d'onde, les hauts nombres d'ondes, vous avez l'eau également qui joue un rôle de gaz à effet de serre. Alors, la concentration de CO2 dans l'atmosphère qui a été mesurée à Mauna Loa avec des instruments, ou qui a été estimée auparavant par des analyses des gaz piégés dans les glaces. La voici depuis 2000 ans, et vous connaissez cette courbe en forme de crosse de hockey qui augmente considérablement de quelques 280 parties par million il y a 2000 ans à sur les 200 dernières années, ça a beaucoup augmenté, et maintenant on a dépassé les 400 parties par million. 0,04% de CO2 dans la composition de l'atmosphère. Si on se rappelle la consommation d'énergie primaire par type de source au niveau de la Terre, c'était celle-ci en térawattheures par an. Vous avez toutes les parties charbon, pétrole et gaz qui sont des hydrocarbures, qui ont augmenté considérablement depuis 1850, puis encore plus au cours du XXe siècle et début du XXIe. Voilà ce qu'on obtient si on superpose la biomasse traditionnelle. Quand on brûle du bois et qu'ensuite on replante des arbres, on n'émet pas de bilan net de CO2, mais par contre avec les trois couleurs là, marron, bleu et violet, vous voyez qu'on a quelque chose d'à peu près proportionnel dans la montée avec l'émission les térawattheures. On peut les convertir en tonnes de carbone, et on a quelque chose qui est relativement proportionnel comme forme en premier abord. Les ressources fossiles, on a vu qu'on en utilise autour de 130 000 TWh par an, c'est-à-dire à peu près 13 gigatonnes équivalent pétrole par an. Ce sont ces trois couleurs-là. Et on peut calculer à la vitesse à laquelle on les utilise en ce moment, on peut calculer à quelle augmentation de concentration de CO2 ça peut correspondre en ordre de grandeur. Simplement avec la masse de l'atmosphère qui est de 5,3 10 puissance 18 kg, si on envoie 13 10 puissance 9 fois 10 puissance 3, donc
13 10 puissance 12 kg de carbone, parce que les kilogrammes de CO2 sont au premier abord proportionnels au kilogramme de pétrole brûlé. Ça donne ce carbone dans l'atmosphère, une proportion de 13 gigatonnes équivalent pétrole par an par 5,3 10 puissance 18 kg. Quand on convertit, ça nous donne 2,46 10-6 par an, soit 2,46 parties par million par an d'augmentation, à peu près 50 ppm en 20 ans. Vous voyez ici, j'ai reporté la courbe d'une augmentation de 50 ppm en 20 ans, c'est à peu près la pente effectivement de ce qu'on observe là. C'est directement une conversion de ces tonnes qui sont envoyées qui explique au premier ordre l'augmentation de la concentration en CO2. Si je regarde plus précisément, on a toujours la même chose avec des oscillations là qui sont des oscillations annuelles en fonction des saisons, mais une tendance là qui est dans l'ordre de grandeur correcte. Il y a d'autres facteurs, l'absorption océanique, des boucles de rétroaction positives ou négatives lorsqu'on change des températures et des compositions, mais l'ordre de grandeur est bien expliqué directement par les ressources fossiles et la combustion rapide de ces ressources fossiles. Alors, si on regarde les calculs de réchauffement en fonction de la production et de la quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, CO2, méthane, en se basant sur des articles, des rapports du GIEC, etc., vous avez par exemple cet article ici qui indique les objectifs pour essayer de limiter un réchauffement à 2 degrés. Voici les différents scénarios qui sont étudiés en gigatonnes d'équivalent CO2 par an en fonction de l'année. C'est des scénarios différents. Là, vous avez qui correspondent à le réchauffement. Vous avez la quantité de. Vous avez la concentration en CO2 qui correspond dans deux de ces scénarios. Et dans ces deux scénarios, vous avez également le forçage radiatif en watts par mètre carré. Donc, on avait vu des bilans d'énergie. On a un changement de ces bilans d'énergie à la base de l'atmosphère à cause du gaz à effet de serre qui correspond à différentes compositions. Et si on regarde ensuite quelle est la température, l'augmentation de température que l'on a par rapport à la période 1860-1899, dans ces différents scénarios, voilà la limite à 2 degrés et voici un objectif voici un des scénarios objectifs et un scénario typique qui est plus proche du business as usual qui arrive en 2100 aux alentours de 5 degrés de réchauffement. Si on regarde ce que cela donne en gigatonnes de CO2 équivalent par an et le réchauffement qui en résulte, vous voyez une tendance là où vous avez une tendance linéaire entre le réchauffement et le nombre de milliards de tonnes de CO2 qui sont envoyées dans l'atmosphère. Plus précisément pour ce dernier graphe, voici par exemple dans une présentation de Freddy Boucher le réchauffement en température en fonction du nombre de CO2 anthropique qui est émis depuis 1870 en milliards de tonnes de carbone. Vous voyez que pour à peu près on a à première approximation une tendance linéaire où pour en gros 500 gigatonnes de carbone par an, on s'élève de 1 degré. Donc les différents scénarios qu'on a consistent à essayer de limiter le nombre de gigatonnes que l'on peut émettre dans l'atmosphère. Et pour ne pas dépasser 2 degrés, il faut rester entre 500 et 1000 milliards de tonnes de carbone.
Mais actuellement, on a vu qu'on émet des choses de l'ordre de la dizaine. Ou plus de gigatonnes de carbone par an. Non, je crois que c'était plus. Alors, si on veut savoir à quoi correspondent ces réchauffements ou refroidissements, il y a un auteur de bande dessinée, XKCD, qui a illustré les choses de la manière suivante. Il appelle une unité d'âge glaciaire 4,5 degrés, parce qu'il y avait une différence de 4,5 degrés entre l'âge glaciaire il y a 20 000 ans et maintenant. Donc à 4,5 degrés en moins, eh bien l'endroit où il vit, aux États-Unis, était sous des centaines de mètres de glace. Là maintenant c'est une zone peuplée. Si jamais on augmente la température moyenne selon le scénario catastrophique business as usual, dans 86 ans, il se demande où on sera vu l'amplitude du changement. Ce qu'il indique aussi, c'est que ce changement de température moyenne, c'est ce qui correspond à ce qu'il y avait lors de la période de serre à l'âge du Crétacé, où le niveau moyen des mers était de plus de 200 mètres plus élevé, il n'y avait aucun glacier, et il y avait des palmiers au pôle. Et puis à 4 unités en dessous, là c'est un moment où on pense, où les scientifiques pensent qu'il est possible qu'il y ait eu dans l'histoire de la Terre une période où la Terre était entièrement gelée. Donc 4 et quelques degrés, c'est un de changement moyen, c'est un changement énorme. Alors la quantité maximum de CO2 rejetée sur les prochaines années pour ne pas dépasser 2 degrés de moyenne globale par rapport à la période pré-industrielle, à 80% de probabilité, on a vu que c'est entre 500 et 1000 milliards de tonnes de CO2. Mais le CO2 qui serait émis par la combustion prévue des réserves connues, elle est de 2700 gigatonnes, c'est 5 fois plus. Donc on comprend que la limite à l'utilisation des hydrocarbures, encore plus que la limite aux réserves qui existent, qu'on a connues et qu'on peut atteindre, c'est en fait de ne pas trop réchauffer la planète pour pouvoir y avoir une vie possible dans des conditions imaginables. On voit ici un autre graphique du même article qui montre la probabilité de rester en dessous de 2 degrés en fonction du nombre cumulé d'émissions de CO2 entre 2000 et 2050. Et voilà, là c'est ce qui était émis jusqu'aux alentours de 2000. Et ensuite, vous voyez ici la probabilité qui diminue, 70%, 80%, 90% de chances qu'on n'arrive pas à rester sous 2 degrés si on va dans ces 2000 gigatonnes de CO2 émis. Et là en bas, vous avez le montant des réserves connues en gaz, en pétrole et en charbon. Si on ajoute tous ces hydrocarbures, ça fait plus de 2500 gigatonnes de carbone, là où il serait à peu près certain qu'on irait au-delà de 2 degrés. Donc si on veut rester en dessous de 1000, vous voyez qu'il y a tout un tas d'hydrocarbures qu'on ne doit pas utiliser et remplacer par autre chose. Quels sont les processus politiques de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, où on en était en 2010? Vous voyez le mégatonnes de CO2 par an qui sont émis par les États-Unis, par la Chine. Vous voyez le taux annuel de croissance d'émissions et le niveau d'émissions en 2010. Les émissions de carbone fossile depuis 1800, vous avez le total qui est décomposé en pétrole, charbon et gaz naturel, en milliards de tonnes de carbone émis par an, jusqu'en 2000. Maintenant, on est au-delà de ça. Quant au marché en prix en euros de la tonne de CO2 émis, il y avait
il y a eu un marché de tonnes de CO2 qui a été créé, mais le prix a beaucoup évolué, a beaucoup fluctué, donc le mécanisme n'a pas fonctionné de manière satisfaisante pour réduire significativement les émissions de CO2. Il y a par contre des évolutions il y a par contre des évolutions en cours de consommation et de manière de produire l'énergie qui sont très significatives. On voit quelques conséquences du réchauffement possibles. Quand on réchauffe, on peut libérer du méthane qui est enfermé dans le pergélisol, en anglais le permafrost, ou au fond des océans réchauffés, les hydrates de gaz, le méthane, en anglais les clathrates. Le méthane CH4 non brûlé en torchère est un puissant gaz à effet de serre, avec un d'effet de serre 23 fois supérieur au dioxyde de carbone. C'est une rétroaction positive pour le réchauffement. Si le méthane est libéré par le permafrost, lorsque le permafrost dégèle, donc c'est quelque chose pour l'instant qui est surveillé de près et débattu dans la communauté scientifique. On n'a pas de preuve que ce soit massif, mais on sait que c'est possible et on essaye de l'évaluer. Un danger auquel les gens sont attentifs, c'est qu'une libération soudaine de méthane devenu instable dans les hydrates de gaz sous l'effet du réchauffement conduise à une importante rétroaction positive. Et c'était une cause possible de l'extinction massive du Permien, une des quelques extinctions majeures qu'il y a eu dans l'histoire de la vie, comme décrit dans cet article. Alors quelques évidences en conclusion de tout ça. Le pétrole et le gaz sont rares et précieux. Ils sont stockés en résultat de millions d'années de maturation. Pour certains usages, ils sont difficilement remplaçables. Ils sont très énergétiques pour une faible densité de masse, donc très utiles pour le transport aérien notamment, les endroits où il est important d'avoir quelque chose de léger et quelque chose qui concentre beaucoup d'énergie par unité de masse. Les brûler à la vitesse actuelle en quantité massive, on a déjà libéré la moitié des réserves mondiales de pétrole, plus de 50 000 fois plus vite que le taux de formation naturelle, peut impacter très significativement le climat et mener à des conséquences extrêmement graves, à des extinctions de masse, voire imprévisibles avec des rétroactions et les points de bascule du système. Des pratiques de gaspillage autorisées sans prise de compte du prix à la ressource à terme, ni de l'impact. Par exemple, brûler du gaz extrait avec des pétroles en torchère sur une plateforme, c'est une technique de venting qui diminue l'effet de serre, mais on n'exploite pas le gaz, il faudrait le stocker pour l'utiliser. La récupération du CO2 apparaît sur site de production avec stockage et elle devrait devenir la règle. Une ressource fossile mondiale en quantité finie comme celle-ci devrait être traitée comme un patrimoine commun, au moins à l'humanité si ce n'est plus large. Et surtout, il faut se préoccuper du rythme auquel on le brûle, qui n'est absolument pas compatible au rythme auquel on le fait maintenant. Alors, il est tout à fait capital quand même de se souvenir du lien entre les émissions de CO2 par personne et le PIB. Et il est nécessaire d'avoir une sobriété dans la consommation d'énergie. Mais il y a aussi une pauvreté. Là, vous avez le PIB et les émissions de CO2 par individu et par an. Les pays qui émettent très peu et ont un PIB très bas vivent globalement dans une certaine pauvreté. Par contre, si vous avez dans les PIB élevés, vous retrouvez des groupes de pays qui, plus on va vers le haut, ont tendance à avoir des émissions de CO2 trop élevées. Donc il faut arriver à la fois se sortir de la pauvreté dans le développement humain et limiter les émissions de CO2.